Bonsoir. Installez-vous confortablement, laissez les soucis du jour s'estomper et laissez-vous porter par le récit d'une vie qui a refusé d'être ordinaire. Ce soir, nous explorons le destin de l'une des figures les plus paradoxales de l'histoire moderne. Un homme dont le visage, loin d'être celui d'un révolutionnaire aux barricades, est devenu l'ultime symbole d'une forme différente de puissance, celle de la patience et de la rigueur mathématique, placardée sur les couvertures des magazines financiers du monde entier et étudiée par des millions d'investisseurs qui cherchent à percer son mystère. Il était un gamin du Nebraska devenu le magicien d'Omaha, un petit livreur de journaux devenu l'architecte d'un empire à 1000 milliards de dollars. Ses ennemis ont parfois vu en lui un impitoyable raideur de la finance, mais il a créé une légende d'intégrité, devenant plus influ par son nom et sa réputation que par sa simple fortune. Voici l'histoire de Warren Edward Buffett, celui que le monde entier appelle simplement l'oracle d'Omaha. Partie 1, les racines d'un prodige, 1930 à 1947. Notre récit commence par une fin. Le 1er janvier 2026, à l'âge de 95 ans, Warren Edward Buffett tire sa révérence, laissant derrière lui bien plus qu'une fortune colossale estimée à près de 1000 milliards de dollars en valeur d'influence économique. Il laisse une philosophie, une discipline, presque une école de pensée. Pour comprendre comment une seule action de Berkshire Hathaway a pu passer de 19 $ en 1965 à près de 750 000 $ aujourd'hui, il faut remonter bien avant les conseils d'administration et les acquisitions milliardaires. Il faut revenir au 30 août 1930, dans une ville du Midwest américain encore secouée par l'effondrement du rêve capitaliste, Omaha, dans le Nebraska. Warren naît au cœur de la Grande Dépression, une période où les banques ferment du jour au lendemain, où les files d'attente pour un morceau de pain deviennent la norme, et où la confiance dans le système financier est quasiment anéantie. Son père, Howard Buffett, est directement frappé par la tempête. Courtier en bourse, il voit sa carrière s'effondrer après le krach de 1929. Mais loin de se résigner, il se reconstruit lentement, d'abord en relançant son activité, puis en entrant en politique jusqu'à devenir membre du Congrès. Cette trajectoire marquera profondément Warren, l'idée que la chute n'est jamais définitive s'ancre très tôt dans son esprit. Sa mère, Leila Buffett, est d'une toute autre nature. Dotée d'un esprit mathématique exceptionnel, elle impressionne par sa capacité à manipuler les chiffres mentalement avec une rapidité déconcertante. Mais derrière cette brillance se cache une instabilité émotionnelle sévère, probablement liée à un trouble bipolaire jamais diagnostiqué à l'époque. Dans une Amérique encore peu sensibilisée à la santé mentale, ces crises sont incomprises et brutales. À la maison, les tensions sont constantes, les colères imprévisibles. Le jeune Warren grandit dans un climat où l'insécurité émotionnelle est quotidienne. Face à ce chaos, il ne fuit pas physiquement, il s'évade mentalement. Là où d'autres enfants se réfugient dans les jeux ou les amis, lui trouve un sanctuaire dans les chiffres. Les nombres ne crient pas, ne changent pas d'humeur, ne trahissent pas. Ils obéissent à des règles. Ils sont fiables. Ce besoin de contrôle et de prévisibilité deviendra l'un des piliers de sa future stratégie d'investissement. L'entrepreneuriat, chez lui, n'est pas une découverte tardive, mais une pulsion précoce. Dès l'âge de 6 ans, il met en place son premier modèle économique. Il achète des packs de 6 bouteilles de soda pour 25 cents chez son grand-père Ernest, propriétaire d'une épicerie et personnage haut en couleur, auteur d'un livre mêlant conseils de commerce et anecdotes de pêche, reflet d'une Amérique rurale pragmatique et débrouillarde. Warren revend ensuite chaque bouteille à l'unité, réalisant une marge immédiate.
Mais ce qui distingue déjà l'enfant, ce n'est pas seulement l'acte de vendre, c'est la méthode. Obsédé par l'optimisation, il va jusqu'à fouiller les poubelles de son quartier pour analyser les habitudes de consommation. Il compte les capsules, compare les marques, observe les tendances. Là où un adulte verrait des déchets, lui voit des données. Cette approche empirique, presque scientifique, préfigure déjà les analyses qu'il mènera des décennies plus tard sur les entreprises. À 7 ans, sa fascination prend une dimension presque obsessionnelle. Il découvre un ouvrage intitulé 1000 façons de gagner $1000. Ce livre devient pour lui une révélation. Il ne se contente pas de le lire, il le dissèque, le modélise, le projette. Il imagine des systèmes à grande échelle, comme un réseau mondial de balance à 1 centime, calculant combien il pourrait gagner si chaque personne sur Terre l'utilisait. Ce n'est plus un jeu d'enfant, c'est une vision. À 10 ans, un événement marque un tournant décisif, une visite à la bourse de New York avec son père. Dans ce temple du capitalisme, il observe les traders, les tableaux de cotation, l'énergie nerveuse du marché. Ce jour-là, il ne voit pas seulement de l'argent circuler, il comprend que ce système peut être maîtrisé. Pour lui, la bourse devient synonyme de liberté. Une liberté financière, mais aussi psychologique, ne dépendre de personne. À 11 ans, il passe à l'action. Il achète ses premières actions de City Service pour $38,25. Mais très vite, le marché chute. L'action descend à $27. C'est sa première confrontation avec la peur. Une peur réelle, physique, celle de perdre son argent durement gagné. Il résiste pourtant, attend, observe. Lorsque le prix remonte à $40, il vend, soulagé. Mais quelque temps plus tard, il voit l'action grimper à plus de $200. Cette expérience, presque douloureuse, grave en lui une leçon fondamentale. La patience est plus rentable que la précipitation. Le marché, comprend-il, récompense ceux qui savent attendre. À 13 ans, alors que la plupart des adolescents dorment encore à l'aube, Warren est déjà debout à 4h30. Il distribue 500 exemplaires du Washington Post chaque matin, dans le froid comme dans la chaleur. Ce travail exigeant lui rapporte environ $175 par mois, un revenu exceptionnel pour son âge, équivalent à celui de certains professionnels qualifiés de l'époque. Mais au-delà de l'argent, il développe une discipline rigoureuse, une endurance mentale, et surtout une compréhension concrète de la valeur du travail. À 14 ans, il franchit une nouvelle étape. Il remplit sa première déclaration d'impôt avec un revenu de $592,50 et y inclut une déduction pour sa bicyclette, considérée comme un outil professionnel. Ce détail, presque anodin, révèle déjà son intelligence fiscale et son souci d'optimisation. Avec ses économies, il investit dans une ferme de 16 hectares pour $1 200 qu'il met en métayage. Il ne travaille pas la terre lui-même, mais comprend déjà le principe du revenu passif, faire travailler les actifs pour lui. À la fin du lycée, son capital atteint $5000, une somme considérable pour un adolescent de cette époque. Pourtant, sur le plan scolaire, il reste indiscipliné. Il s'ennuie, conteste l'autorité, provoque ses enseignants. Il va jusqu'à spéculer à la baisse sur les actions datées et étaient détenues par ses professeurs, simplement pour les irriter. Ce comportement n'est pas seulement rebelle, il traduit déjà une compréhension aiguë des mécanismes du marché. Son tempérament le pousse même à une fugue, rapidement interrompue par la police de la route. Mais ce moment aurait pu basculer. Ce n'est ni une punition sévère ni une contrainte qui le ramène,
c'est la confiance silencieuse de son père. Howard Buffett ne le brise pas, il le responsabilise. Et cette confiance agit comme un déclic. Ainsi s'achève cette première phase de sa vie. Entre instabilité familiale, rigueur personnelle et curiosité insatiable, Warren Buffett n'est pas encore une légende. Mais toutes les pièces du puzzle sont déjà là. Le contexte historique, les épreuves émotionnelles, les premières expériences économiques, tout converge vers la formation d'un esprit unique, prêt à transformer le chaos du monde en opportunités calculées. Partie 2, le maître et la méthode, 1947 à 1956. À la fin de son adolescence, Warren Edward Buffett a déjà une idée très claire de ce qu'il veut: investir, comprendre, accumuler. Mais dans l'Amérique de l'après-guerre, où le diplôme devient un passage presque obligatoire vers les sphères économiques dominantes, son père insiste pour qu'il poursuive des études supérieures. Nous sommes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, une période marquée par une expansion économique rapide, le retour des soldats, et l'émergence d'une classe moyenne ambitieuse. Les universités se remplissent grâce notamment au GI Bill, et la compétition intellectuelle s'intensifie. Warren s'inscrit donc à l'université du Nebraska, mais il ne suit pas le rythme habituel. Là où la plupart des étudiants prennent 4 ans pour obtenir leur diplôme, lui boucle son cursus en 3 ans, accumulant les crédits avec une efficacité presque mécanique. Il n'est pas passionné par la vie universitaire au sens classique, les clubs, les soirées, les débats idéologiques, mais il y voit un passage stratégique. Il lit en parallèle des ouvrages de finance, affine ses modèles mentaux, et continue à économiser chaque dollar. Son objectif est clair: intégrer la prestigieuse Harvard Business School, alors considérée comme l'élite absolue de la formation en gestion. Mais lorsqu'il se présente à l'entretien, tout bascule en quelques minutes. Face à lui, un recruteur expérimenté, habitué à détecter les profils brillants selon des critères bien établis. Warren, avec son apparence encore juvénile, son franc-parler et son obsession presque monomaniaque pour les chiffres, déroute. L'entretien dure à peine 10 minutes. Le verdict tombe, sec et sans appel: laisse tomber, tu n'iras pas à Harvard. Ce rejet, brutal sur le moment, agit comme un tournant décisif. Déçu mais loin d'être abattu, Warren fait ce qu'il a toujours fait face à un obstacle: il analyse, il cherche une alternative. En feuilletant un catalogue universitaire, il découvre que Benjamin Graham et David Dodd, les auteurs de son livre de chevet The Intelligent Investor, enseignent à Columbia Business School. Pour lui, ce n'est pas une simple option, c'est une révélation. Dans un geste qui résume déjà son audace, il leur écrit une lettre directe, presque irrévérencieuse: je vous croyais mort, mais puisque vous êtes vivant, je veux étudier chez vous. Cette phrase, à la fois naïve et percutante, capte l'attention. Elle reflète un mélange rare de spontanéité et de détermination. Columbia accepte sa candidature. Warren vient de trouver bien plus qu'une école, il vient de trouver un maître. Sous la tutelle de Benjamin Graham, il découvre une approche radicalement différente de la spéculation dominante de l'époque. Dans un contexte où Wall Street est encore marqué par les excès ayant conduit au krach de 1929, Graham propose une méthode rationnelle, presque scientifique. Il enseigne à ses étudiants à ignorer les fluctuations quotidiennes des prix pour se concentrer sur la valeur intrinsèque des entreprises, leur véritable valeur économique basée sur leurs actifs, leurs bénéfices et leurs perspectives. C'est là qu'intervient la célèbre métaphore de Monsieur Market. Graham décrit le marché comme un associé imaginaire, sujet à des sautes d'humeur extrêmes.
certains jours euphoriques, prêts à payer n'importe quel prix, d'autres jours dépressifs, vendant à perte. L'investisseur intelligent, selon lui, ne doit pas suivre ses émotions, mais en tirer parti. Warren absorbe cette idée avec une clarté immédiate. Là où d'autres étudiants peinent à se détacher de l'instinct grégaire, lui trouve dans cette philosophie une validation de son propre tempérament, rationnel, patient, indépendant. Ses performances académiques reflètent cette compréhension exceptionnelle. Il devient le seul élève à recevoir la note maximale, un A+, de Graham, un fait rare qui témoigne non seulement de son intelligence, mais de son alignement profond avec la méthode enseignée. Mais Warren ne se contente pas des cours. Il veut voir la théorie à l'œuvre. Un samedi matin, sans rendez-vous, il se rend au siège de GECO à Washington. À cette époque, GECO est une entreprise encore peu connue, spécialisée dans l'assurance des fonctionnaires. Après avoir frappé à plusieurs portes, il parvient à obtenir un entretien avec Lori Mae Davison, un cadre supérieur de l'entreprise. Ce qui devait être une brève rencontre se transforme en une conversation de 4 heures. Durant cet échange, Warren découvre un concept qui va profondément influencer sa vision, le float. Dans le secteur de l'assurance, les primes sont encaissées immédiatement, tandis que les sinistres sont payés bien plus tard. Cet intervalle crée une masse de capital temporairement disponible, que l'entreprise peut investir. Pour Warren, c'est une révélation stratégique, un moyen de disposer d'un levier financier à coût quasi nul. Cette idée deviendra plus tard un pilier fondamental de son empire. Malgré son admiration pour Graham, Warren se heurte à une nouvelle barrière après ses études. Il souhaite travailler pour lui, mais essuie un refus. À cette époque, Wall Street est encore traversée par des discriminations importantes, notamment envers les investisseurs juifs. Paradoxalement, Graham choisit de recruter principalement des talents issus de cette communauté afin de leur offrir des opportunités dans un environnement hostile. Ce choix, compréhensible dans son contexte, ferme temporairement la porte à Warren. Mais là encore, il ne renonce pas. Pendant 3 ans, il continue à envoyer ses analyses à Graham, démontrant sa rigueur, sa discipline et sa progression. Cette persistance finit par payer. En 1954, Graham cède et l'embauche. Warren entre alors dans le cercle restreint de ceux qui pratiquent le value investing au plus haut niveau. Au sein de la société de Graham, il apprend une technique emblématique, le cigar butt investing. L'image est parlante. Il s'agit d'acheter des entreprises en déclin, délaissées par le marché, dont les actifs valent plus que leur prix boursier. Comme un mégot de cigare trouvé par terre, il ne reste qu'une ou deux bouffées, mais elles sont gratuites. Cette approche, bien que peu glamour, est extrêmement rentable dans un marché encore inefficace. Warren applique cette méthode avec rigueur, analysant des bilans, traquant les anomalies, exploitant les écarts entre prix et valeur. Mais il observe aussi les limites de cette stratégie. Ces entreprises, souvent mal gérées ou sans avenir, nécessitent une revente rapide. Une réflexion commence à émerger en lui, encore diffuse, sur la possibilité d'investir dans des entreprises de qualité à long terme. En 1956, Benjamin Graham prend sa retraite, marquant la fin d'une époque. Warren, âgé de seulement 26 ans, se retrouve à un carrefour. Il a accumulé environ $170 000, une somme considérable pour son âge, mais surtout, il possède une méthode, une discipline et une vision. Il décide alors de retourner à Omaha. Ce choix, à contre-courant de l'attraction exercée par Wall Street, est révélateur.
Là où d'autres chercheraient la lumière des grandes places financières, lui préfère la tranquillité, la distance, l'indépendance. C'est dans cette ville du Midwest, loin du bruit des marchés, qu'il s'apprête à poser les bases de ce qui deviendra l'un des parcours les plus extraordinaires de l'histoire du capitalisme. Partie 3, l'ascension de l'oracle, 1956 à 1972. Le 1er mai 1956 marque un point de bascule discret mais décisif. À seulement 26 ans, Warren Edward Buffett fonde le Buffett Partnership à Omaha. Le capital initial s'élève à 105 100 $, mais ce chiffre cache une réalité révélatrice. Buffett lui-même n'y contribue qu'à hauteur de 100 $. Le reste provient de sa famille proche et de quelques relations influencées par la réputation de son père. Cette structure atypique traduit déjà une conviction profonde: ce n'est pas le capital de départ qui fait la différence, mais la méthode. Dans une Amérique en pleine expansion économique portée par la consommation de masse, la suburbanisation et l'essor des grandes entreprises industrielles, Buffett adopte une approche à contre-courant. Là où beaucoup se laissent emporter par l'optimisme ambiant des années Eisenhower, lui impose des règles strictes à ses partenaires. Aucun retrait n'est autorisé en dehors du mois de décembre, et surtout, il maintient un secret absolu sur ses investissements. Cette opacité intrigue, dérange même certains observateurs, peu familiers avec sa rigueur intellectuelle, murmurent des comparaisons hasardeuses avec des montages frauduleux. Mais en réalité, Buffett ne cache pas par manipulation, il protège sa stratégie contre les interférences émotionnelles et les pressions extérieures. 2 ans plus tard, en 1958, il fait un choix qui semble en contradiction avec sa logique d'investisseur pur. Il achète une maison à Omaha pour 31 500 $, celle dans laquelle il vivra encore des décennies plus tard. Il la surnomme lui-même Buffett's Folly, la folie de Buffett, car, dans son esprit, chaque dollar immobilisé dans l'immobilier représente un coût d'opportunité colossal. Il calcule mentalement combien cette somme aurait pu générer en restant investie en bourse. Ce paradoxe illustre une tension permanente chez lui, entre la rationalité financière absolue et les besoins humains fondamentaux de stabilité et d'ancrage. Mais c'est surtout sur le terrain des affaires que son génie s'exprime pleinement. À la fin des années 1950, il multiplie les opérations audacieuses, exploitant les inefficiences d'un marché encore imparfaitement analysé. L'un des exemples les plus marquants est son intervention dans Sanborn Map Company. À l'origine spécialisée dans la cartographie pour les compagnies d'assurance, l'entreprise possède un portefeuille d'actions dont la valeur dépasse largement celle de son activité principale, alors en déclin. Buffett identifie immédiatement cette anomalie. Plutôt que de se contenter d'acheter des actions à bas prix, il adopte une posture activiste. Il accumule une part significative du capital, puis exerce une pression directe sur le conseil d'administration pour qu'il liquide les actifs financiers et redistribue la valeur aux actionnaires. Cette stratégie, encore peu courante à l'époque, lui permet de réaliser un gain de 50% en 2 ans. Mais au-delà du profit, elle révèle une dimension essentielle de son approche. Il ne subit pas le marché, il agit sur lui. En 1959, une rencontre va profondément transformer sa trajectoire intellectuelle. Lors d'un déjeuner, il fait la connaissance de Charlie Munger. Ironie du destin, tous deux sont originaires d'Omaha et ont même travaillé dans la même épicerie durant leur jeunesse, sans jamais se croiser. Munger, avocat de formation, possède un esprit analytique redoutable et une culture multidisciplinaire rare. Très vite, une connexion s'établit entre les deux hommes.
Munger est fasciné par la discipline et la rigueur de Buffett, mais il perçoit aussi les limites de son approche purement quantitative. Buffett, de son côté, est frappé par la capacité de Munger à intégrer des dimensions qualitatives dans l'analyse économique. Leur relation dépasse rapidement le cadre professionnel, elle devient un partenariat intellectuel. Munger, avec son humour sec et son franc-parler, n'hésite pas à challenger Buffett, y compris sur des détails triviaux, comme son refus obstiné de manger des légumes, symbole d'un certain entêtement. Le véritable tournant survient en 1962 avec l'acquisition progressive de Berkshire Hathaway. À l'origine, il ne s'agit pas d'un investissement stratégique, mais d'une opportunité tactique. L'entreprise textile, en déclin face à la concurrence internationale et aux mutations industrielles, rachète régulièrement ses propres actions. Buffett commence à en accumuler dans l'espoir de les revendre à la direction avec une prime. Mais la situation bascule lors d'un épisode qui révèle la dimension émotionnelle, rarement mise en avant, de sa personnalité. Le PDG, Seabury Stanton, propose initialement de racheter ses actions à un certain prix. Puis, lors de l'offre officielle, il réduit ce montant de 12,5 cents par action. Ce détail, apparemment insignifiant, déclenche chez Buffett une réaction inattendue. Il se sent trompé, trahi dans ce qu'il perçoit comme un engagement moral. Plutôt que de se retirer, il décide de riposter. Il achète massivement des actions, prend le contrôle de l'entreprise et finit par évincer Stanton. Cette décision, motivée en partie par l'orgueil, s'avérera être une erreur stratégique à court terme. Berkshire Hathaway reste une entreprise textile en déclin, absorbant du capital sans générer de rendement satisfaisant. Buffett lui-même qualifiera plus tard cet épisode de coûteuse leçon. C'est ici que l'influence de Charlie Munger devient déterminante. Face à cette situation, Munger introduit une idée qui va transformer radicalement la philosophie d'investissement de Buffett: oublie les mégots de cigares. Achète de bonnes entreprises à des prix raisonnables. Cette phrase simple marque un changement de paradigme. Il ne s'agit plus seulement de chercher des actifs sous-évalués, mais de privilégier des entreprises de qualité, capables de générer des profits durables. Dans cette logique, l'acquisition en 1967 de National Indemnity Company pour 8,6 millions de dollars représente une avancée majeure. Le contrat, étonnamment succinct, à peine une page et demie, reflète la confiance et la rapidité d'exécution de Buffett. Mais surtout, cette opération lui donne accès à un levier financier puissant, le float. Avec environ 19 millions de dollars de primes disponibles à investir, il dispose désormais d'une source de capital quasi gratuite, amplifiant considérablement sa capacité d'action. À la fin des années 1960, cependant, le contexte économique évolue. Les marchés deviennent plus compétitifs, les opportunités évidentes se raréfient. Fidèle à sa discipline, Buffett refuse de forcer les investissements. En 1969, il prend une décision radicale, il dissout le Buffett Partnership. Ce choix surprend, voire déstabilise ses associés, mais il est cohérent avec sa philosophie. Mieux vaut ne rien faire que faire un mauvais investissement. Le bilan est pourtant exceptionnel. Un rendement annuel moyen de 29,5%, contre 7,4% pour le marché. Plutôt que de restituer uniquement du cash, Buffett propose à ses partenaires de recevoir des actions de Berkshire Hathaway, qu'il commence à transformer en holding d'investissement. Cette transition marque une nouvelle phase, celle d'un capital permanent, libéré des contraintes de retrait. Enfin, en 1972,
une acquisition vient cristalliser l'évolution de sa pensée, C.S. Candy. Pour 25 millions de dollars, il rachète une entreprise dont la valeur comptable est bien inférieure au prix payé. Selon ses anciens critères, cet achat aurait été rejeté. Mais Buffett comprend désormais quelque chose de fondamental, la puissance d'une marque. C.S. Candy bénéficie d'une fidélité client exceptionnelle et d'un pouvoir de fixation des prix rares. Les consommateurs ne paient pas seulement pour le produit, mais pour l'expérience, la tradition, l'émotion. Cette capacité à augmenter les prix sans perdre la clientèle transforme l'entreprise en machine à cash. Pour Buffett, c'est une révélation définitive. La qualité d'un business peut justifier un prix élevé. Ainsi, entre 1956 et 1972, Warren Buffett passe d'un investisseur opportuniste à un stratège visionnaire. Guidé par ses expériences, ses erreurs et l'influence décisive de Charlie Munger, il affine une méthode qui ne repose plus seulement sur les chiffres, mais sur une compréhension profonde de la valeur, du temps et de la nature humaine. L'oracle d'Omaha est en train de naître. Partie 4. Bâtir l'empire et consolider la réputation, 1973 à 1991. Au début des années 1970, Warren Buffett n'est plus simplement un gestionnaire talentueux, il devient progressivement une figure à part dans le capitalisme américain. Cette période marque une transformation profonde, non seulement de son portefeuille, mais aussi de sa philosophie d'investissement, forgée dans un contexte économique particulièrement instable. Les États-Unis traversent alors une phase de turbulence. Fin du système de Bretton Woods, inflation galopante, choc pétrolier de 1973, et une défiance croissante envers les institutions après le scandale du Watergate Scandal. C'est dans ce climat d'incertitude que Buffett va poser les bases de son empire. L'un de ses coups les plus emblématiques survient précisément en 1973, lorsque les marchés sont secoués par la peur et la défiance. Là où la majorité des investisseurs fuient, Buffett agit avec sang-froid. Il investit 10 millions de dollars dans le The Washington Post, une somme colossale pour l'époque. Le choix peut sembler audacieux, voire risqué. Le journal est au cœur de la tempête politique en révélant les dérives du pouvoir exécutif. Pourtant, Buffett ne voit pas le tumulte médiatique, il voit une entreprise sous-évaluée, dotée d'un monopole local puissant et d'un actif intangible précieux, la crédibilité. Ce pari dépasse rapidement la simple logique financière. Buffett développe une relation personnelle forte avec Katharine Graham, dirigeante du journal, alors encore peu sûre d'elle dans un univers dominé par les hommes. Il la conseille, la soutient, et l'aide à prendre confiance dans ses décisions stratégiques. Cette relation illustre une dimension essentielle de Buffett. Son investissement ne se limite pas aux chiffres, il s'étend aux personnes. Avec le temps, cet investissement devient l'un des plus rentables de sa carrière, générant un rendement estimé à 10 000%. Mais au-delà du gain, il renforce sa réputation d'investisseur capable de voir ce que les autres ignorent. Cependant, bâtir un empire implique aussi des choix douloureux. En 1985, Buffett prend une décision qui symbolise sa discipline froide, la fermeture de l'activité textile de Berkshire Hathaway. Ironiquement, c'est cette entreprise textile en difficulté qui avait servi de point de départ à toute son aventure. Pendant des années, Buffett avait tenté de maintenir cette activité en vie, par attachement autant que par espoir de redressement. Mais la réalité économique est implacable, la concurrence internationale, notamment asiatique, rend l'activité non viable. Ce moment est révélateur de sa rigueur intellectuelle. Buffett admet publiquement son erreur d'allocation de capital,
reconnaissant qu'il aurait dû abandonner plus tôt. Cette décision marque un tournant stratégique majeur. Berkshire Hathaway cesse d'être une entreprise industrielle pour devenir un véhicule d'investissement pur. Buffett choisit définitivement l'efficacité économique plutôt que la nostalgie. Ce renoncement, loin d'être un échec, libère des ressources qui seront redéployées dans des investissements bien plus rentables. À la fin des années 1980, une nouvelle épreuve vient tester non seulement ses compétences financières, mais aussi son intégrité. Le 19 octobre 1987, connu sous le nom de Black Monday, les marchés mondiaux s'effondrent brutalement. La panique est générale. Dans ce contexte de chaos, Buffett intervient pour soutenir Salomon Brothers, l'une des plus grandes banques d'investissement de Wall Street. Mais la crise ne s'arrête pas là. En 1991, Salomon Brothers est secoué par un scandale majeur. Des traders ont manipulé illégalement les enchères de bons du Trésor américain. L'affaire menace la survie même de l'institution. Buffett est alors appelé en urgence pour prendre la tête de l'entreprise en tant que président intérimaire. La situation est explosive. Perte de confiance des régulateurs, risque de faillite, réputation détruite. Dans ce moment critique, Buffett ne se contente pas de redresser les finances, il s'attaque au cœur du problème, la culture interne. Devant les employés, il prononce une phrase devenue légendaire. « Perdez de l'argent pour la firme, et je serai compréhensif. Perdez une once de réputation, et je serai impitoyable. » Cette déclaration n'est pas une simple formule. Elle résume une philosophie construite au fil des décennies. Pour Buffett, la réputation est un actif invisible mais fondamental, bien plus précieux que n'importe quel bilan financier. Il comprend que dans le monde des affaires, la confiance est la véritable monnaie. Son intervention permet d'éviter l'effondrement de Salomon Brothers, mais surtout, elle renforce son image publique. Il n'est plus seulement un investisseur brillant, il devient un symbole d'éthique dans un univers souvent critiqué pour ses excès. Cette période consolide définitivement son statut d'icône du capitalisme discipliné. Ainsi, entre 1973 et 1991, Buffett ne se contente pas d'accumuler des succès financiers. Il traverse des crises, prend des décisions difficiles, construit des relations durables et impose une vision du capitalisme fondée sur la rationalité, la patience et l'intégrité. Chaque épreuve renforce son approche, chaque choix affine sa stratégie. Et lentement, mais sûrement, il transforme Berkshire Hathaway en un empire unique, non pas bâti sur la spéculation, mais sur une compréhension profonde de la valeur et de la nature humaine. Partie 5, Discipline stratégique et résistance aux bulles, 1988 à 2000. À la fin des années 1980, Warren Buffett entre dans une nouvelle phase de sa carrière. Il n'est plus seulement un investisseur brillant, il devient un modèle intellectuel à part entière, presque en décalage avec son époque. Les États-Unis vivent alors une transformation économique profonde. Dérégulation des marchés, montée en puissance de la finance, globalisation accélérée et émergence de nouvelles industries. Dans ce contexte en mutation rapide, Buffett affine sa stratégie avec une rigueur presque austère, refusant de céder à l'excitation ambiante. Le tournant majeur de cette période intervient en 1988, avec son investissement massif dans The Coca-Cola Company. À première vue, le timing peut sembler paradoxal. Quelques années plus tôt, l'entreprise avait subi un revers retentissant avec le lancement du New Coke en 1985, une tentative de reformulation qui avait provoqué une réaction émotionnelle intense du public américain. Les consommateurs s'étaient rebellés,
exprimant un attachement presque identitaire à la formule originale. Là où beaucoup d'analystes voient une marque fragilisée, Buffett perçoit exactement l'inverse, une loyauté client exceptionnelle, difficilement reproductible. Son investissement de 1,3 milliard de dollars n'est pas seulement financier, il est conceptuel. Il repose sur une idée simple mais puissante. Certaines entreprises possèdent un moat, un fossé économique qui les protège durablement de la concurrence. Dans le cas de Coca-Cola, ce fossé n'est pas uniquement industriel ou logistique, il est émotionnel, culturel, presque universel. La boisson est déjà présente dans des dizaines de pays, et la mondialisation naissante ouvre des perspectives immenses, notamment dans les marchés émergents encore peu exploités. Buffett anticipe cette expansion silencieuse, convaincu que chaque bouteille vendue dans un pays en développement représente une victoire durable. Avec le temps, ce pari devient l'un des piliers de Berkshire Hathaway. Les dividendes s'accumulent, la valeur de l'action explose, et Coca-Cola devient un symbole de sa capacité à identifier des entreprises simples en apparence, mais extraordinairement puissantes en profondeur. Cette réussite renforce également une dimension clé de sa stratégie: investir dans ce qu'il comprend parfaitement, sans jamais se laisser séduire par la complexité inutile. Mais cette discipline n'empêche pas les erreurs et Buffett ne cherche jamais à les dissimuler. En 1993, il réalise l'une des plus grandes fautes de sa carrière avec l'acquisition de Dexter Show Company. À l'époque, l'entreprise semble solide, rentable, bien positionnée sur le marché américain de la chaussure. Buffett pense y voir un avantage concurrentiel durable. Pourtant, il sous-estime un facteur déterminant: l'accélération de la mondialisation industrielle. Au début des années 1990, la production se déplace massivement vers des pays à faible coût de main-d'œuvre, notamment en Asie. Les fabricants américains, incapables de rivaliser sur les prix, voient leurs marges s'effondrer. Dexter Show ne fait pas exception. En quelques années, son avantage compétitif disparaît complètement. Mais l'erreur la plus coûteuse ne réside pas seulement dans l'analyse, elle se trouve dans la structure même de l'acquisition. Buffett paie l'entreprise avec des actions Berkshire plutôt qu'en liquidité, diluant ainsi la valeur future de son propre groupe. Des années plus tard, il qualifiera cette décision de « pire investissement » de sa vie. Cette transparence est rare dans le monde des affaires, où les échecs sont souvent minimisés ou oubliés. Chez Buffett, au contraire, ils deviennent des leçons publiques. Il reconnaît avoir surestimé la durabilité d'un avantage concurrentiel dans un secteur exposé aux forces globales. Cette erreur renforce encore sa conviction. Un bon investissement ne dépend pas seulement de la qualité actuelle d'une entreprise, mais de sa capacité à résister aux transformations du monde. À mesure que les années 1990 avancent, un nouveau phénomène capte l'attention des marchés: l'essor fulgurant de l'Internet. Des entreprises technologiques émergent à une vitesse vertigineuse, promettant de révolutionner l'économie mondiale. Les investisseurs affluent, attirés par des perspectives de croissance illimitée. Les valorisations s'envolent, souvent sans fondement solide. C'est la naissance de la dot-com bubble. Dans ce climat d'euphorie, Buffett apparaît comme une anomalie. Il refuse obstinément d'investir dans ces entreprises qu'il ne comprend pas pleinement. Sa position suscite moquerie et critique. Certains analystes le qualifient de dépassé, incapable de s'adapter à la nouvelle économie. Des gestionnaires plus jeunes affichent des performances spectaculaires en investissant massivement dans la technologie, renforçant l'idée que Buffett appartient au passé. Pourtant,
derrière cette apparente prudence se cache une discipline intellectuelle implacable. Buffett applique une règle simple: ne jamais investir dans un domaine dont les mécanismes fondamentaux échappent à sa compréhension. Il reconnaît ouvertement les limites de son savoir, une attitude rare dans un environnement dominé par la confiance excessive. Cette humilité devient paradoxalement une force. À la fin des années 1990, la pression est à son comble. Les performances relatives de Berkshire semblent faibles comparées à celles des fonds technologiques. Les actionnaires s'interrogent. Certains doutent. Mais Buffett reste fidèle à sa ligne, convaincu que les excès du marché finiront par se corriger. En 2000, cette conviction est brutalement validée. La bulle Internet éclate. Les valorisations s'effondrent, des milliers d'entreprises disparaissent, et des fortunes entières sont anéanties en quelques mois. Ceux qui avaient suivi la vague sans discernement subissent des pertes massives. Buffett, lui, sort renforcé. Non pas parce qu'il a anticipé précisément le moment de l'effondrement, mais parce qu'il a refusé de participer à une dynamique qu'il jugeait irrationnelle. Cet épisode marque un tournant symbolique. Il démontre que la constance peut l'emporter sur la mode, que la patience peut battre la précipitation, et que la compréhension profonde reste plus précieuse que l'enthousiasme collectif. Buffett ne triomphe pas seulement financièrement, il triomphe intellectuellement. Entre 1973 et 2000, Warren Buffett s'impose comme une figure singulière dans l'histoire économique contemporaine. Dans un monde dominé par les cycles, les crises et les illusions collectives, il incarne une forme rare de stabilité. Sa force ne réside pas dans des paris audacieux ou des intuitions spectaculaires, mais dans une discipline constante, presque inébranlable. Chaque succès, comme Coca-Cola, et chaque erreur, comme Dexter Shaw, contribue à affiner une méthode fondée sur la clarté, la patience et la lucidité. Face à l'euphorie des années Internet, il choisit la retenue plutôt que l'imitation, la compréhension plutôt que la spéculation. À l'aube du XXIe siècle, Buffett n'est plus seulement un investisseur prospère. Il devient une référence morale et stratégique, un homme capable de naviguer dans l'incertitude sans jamais perdre sa boussole intérieure. Son parcours, durant ces décennies décisives, montre qu'au cœur même du chaos économique, il est possible de construire quelque chose de durable, à condition de rester fidèle à ses principes. Partie 6, l'intimité et l'héritage, 2000 à 2006. Au tournant du XXIe siècle, alors que Warren Edward Buffett est déjà considéré comme une légende vivante de la finance mondiale, son existence s'inscrit dans un contraste saisissant entre visibilité publique et discrétion privée. L'Amérique de cette époque est marquée par l'exubérance technologique, l'explosion puis l'effondrement de la bulle Internet au début des années 2000, et une fascination croissante pour les grandes fortunes médiatisées. Dans ce paysage où les dirigeants de la Silicon Valley incarnent une nouvelle forme de richesse ostentatoire, Buffett apparaît comme une anomalie presque intemporelle. Tandis que d'autres magnats s'entourent de luxe et de symboles de pouvoir, lui reste fidèle à un mode de vie presque immuable, comme figé dans une époque antérieure, plus sobre et plus rationnelle. Derrière les chiffres impressionnants de Berkshire Hathaway, les lettres annuelles devenues des classiques de la littérature économique et les performances financières hors normes, se dessine pourtant un homme d'une complexité bien plus profonde. Buffett n'est pas seulement un investisseur méthodique, il est aussi un individu façonné par des paradoxes assumés. Cette dualité, loin d'être une faiblesse, constitue peut-être l'un des ressorts les plus puissants de sa longévité intellectuelle et émotionnelle. Sa frugalité, devenue légendaire,
dépasse le simple choix de vie, elle relève presque d'une philosophie. Dans une société américaine où la réussite se mesure souvent à l'aune de la consommation visible, Buffett adopte une posture presque subversive. Il continue de vivre dans la maison qu'il a achetée en 1958 à Omaha, dans un quartier paisible, loin des excès des grandes métropoles financières. Cette maison, sans ostentation, devient un symbole de constance dans un monde en perpétuelle accélération. Il n'y a ni portail monumental ni extravagance architecturale, seulement une demeure fonctionnelle, chargée de souvenirs, où chaque pièce semble raconter une époque de sa vie. Son rapport à l'argent, pourtant colossal, reste profondément pragmatique. Il conduit des voitures modestes, souvent choisies pour leur fiabilité plutôt que pour leur prestige. Dans les réunions d'affaires, il peut apparaître avec une simplicité déconcertante, presque en décalage avec les codes implicites du pouvoir économique. Cette attitude n'est pas une stratégie de communication. Elle est le prolongement naturel d'une discipline mentale forgée dès l'enfance, où chaque dollar a une valeur, non pas émotionnelle, mais rationnelle. Son rituel matinal chez McDonald's, souvent raconté avec amusement, prend dans ce contexte une dimension presque philosophique. Chaque matin, en fonction de l'état du marché, il choisit entre un petit déjeuner à $2,61, $2,95 ou $3,17. Ce geste, en apparence anodin, devient une sorte de baromètre personnel, une manière ludique mais rigoureuse de rester connecté aux fluctuations économiques. Ce n'est pas seulement une habitude, c'est une mise en scène quotidienne de sa relation au risque, à l'incertitude et à la discipline. Mais derrière cette simplicité matérielle se cache une vie intérieure bien plus dense et parfois tourmentée. Buffett est avant tout un homme d'idées, un lecteur insatiable dont les journées sont rythmées par des heures de lecture, rapports financiers, biographies, journaux économiques. Cette immersion intellectuelle, qui peut atteindre 5 à 6 heures par jour, façonne sa vision du monde mais crée aussi une forme de distance avec la réalité émotionnelle des autres. Il observe, analyse, comprend mais n'exprime pas toujours. C'est dans ce contexte que la figure de Susan Thompson Buffett prend toute son importance. Plus qu'une épouse, elle est une médiatrice entre Warren et le monde émotionnel. Issue d'un milieu plus ouvert socialement et culturellement, Suzy possède une sensibilité que Warren admire autant qu'il peine à reproduire. Elle l'encourage à sortir de son isolement intellectuel, à s'intéresser aux autres non pas comme des variables, mais comme des êtres complexes. Elle l'introduit dans des cercles artistiques, l'expose à des réalités sociales différentes, et l'incite à développer une conscience plus large de son rôle dans la société. Leur relation, pourtant solide, évolue avec le temps. En 1977, lorsque Suzy décide de quitter Omaha pour s'installer à San Francisco, le geste surprend leur entourage. Nous sommes alors dans une Amérique en pleine mutation culturelle, marquée par les mouvements féministes et une redéfinition des rôles traditionnels au sein du couple. Le départ de Suzy s'inscrit dans cette dynamique. Elle cherche à exister en tant qu'individu, à explorer ses propres aspirations, notamment dans les domaines artistiques et philanthropiques. Cependant, loin d'être une rupture classique, cette séparation révèle une forme de maturité émotionnelle rare. Warren et Suzy restent profondément liés, échangeant régulièrement, partageant une affection intacte malgré la distance. Dans un geste qui défie les conventions sociales, Suzy introduit Astrid Monk dans la vie de Warren. Astrid, d'origine lettonne, travaille alors comme serveuse dans un cabaret à Omaha. Sa personnalité discrète, chaleureuse et stable en fait rapidement une présence rassurante dans le quotidien de Buffett. Progressivement,
Astrid devient une figure centrale de son équilibre domestique. Elle ne cherche ni à remplacer Suzy ni à s'imposer, mais à créer un espace de stabilité autour de Warren. Cette configuration, une épouse distante mais émotionnellement présente, et une compagne au quotidien, peut sembler déroutante, mais elle repose sur une compréhension mutuelle profonde entre les trois individus. Elle reflète aussi une certaine liberté relationnelle propre à certains milieux intellectuels de l'époque, où les normes traditionnelles sont parfois réinterprétées. Au fil des années, cette organisation atypique devient une normalité dans la vie de Buffett. Elle lui permet de maintenir une continuité émotionnelle tout en conservant sa concentration sur ses activités professionnelles. Mais cette stabilité fragile est brutalement remise en question en 2004, lorsque Susan Buffett succombe à un cancer de la bouche. La maladie, progressive et implacable, marque les derniers mois de Suzy d'une gravité silencieuse. Pour Warren, habitué à maîtriser les variables, à anticiper les risques, cette situation échappe à toute logique rationnelle. Il ne peut ni négocier, ni investir, ni calculer une issue favorable. Face à cette réalité, il adopte une posture différente, celle d'un homme simplement présent. Il reste à son chevet jusqu'à ses derniers instants, dans une proximité empreinte de retenue mais aussi de profondeur. Il ne multiplie pas les discours, ne cherche pas à intellectualiser la situation. Sa présence devient son langage. Ce moment révèle une facette rarement visible de sa personnalité, une vulnérabilité sincère, dépouillée de toute stratégie. La disparition de Suzy crée un vide immense. Elle laisse derrière elle non seulement une épouse aimante, mais aussi une figure qui a profondément influencé la trajectoire humaine de Warren. Les conséquences de cette perte ne sont pas immédiatement visibles dans ses activités publiques, mais elles s'inscrivent en profondeur dans son rapport au temps, à l'héritage et à la transmission. C'est dans ce contexte émotionnel que Buffett commence à réfléchir plus concrètement à la manière dont sa fortune sera utilisée après lui. Déjà influencé par les idées philanthropiques de Suzy, il amorce une transformation majeure de sa vision de la richesse. Non plus comme une accumulation, mais comme un outil de redistribution à grande échelle. Cette réflexion aboutira, peu après cette période, à l'une des décisions les plus marquantes de sa vie, un engagement massif en faveur de la philanthropie. Ainsi, entre 2000 et 2006, derrière l'image stable et rassurante de l'investisseur de génie, se joue une évolution intime décisive. Une période où les équilibres personnels, les pertes profondes et les questionnements existentiels redéfinissent progressivement le sens même de son héritage. Partie 7, le don, la constance et la fin d'une ère, 2006-2026. 2 ans après la disparition de Susan Buffett, en 2006, Warren Edward Buffett prend une décision qui dépasse largement le cadre de sa vie personnelle et redéfinit durablement son héritage. À 75 ans, alors que sa fortune atteint des sommets inédits, il annonce qu'il lèguera 99% de celle-ci à des œuvres philanthropiques, principalement à la fondation Bill et Melinda Gates, ainsi qu'aux fondations dirigées par ses enfants. Cette déclaration, faite dans un climat mondial marqué par l'accroissement des inégalités et les débats sur la responsabilité sociale des grandes fortunes, agit comme un choc dans les cercles économiques. À cette époque, la norme implicite chez les ultra-riches reste la transmission patrimoniale au sein du cercle familial, souvent perçue comme un devoir moral autant qu'un symbole de continuité. En rompant avec cette tradition, Buffett ne se contente pas de faire un don, il remet en question une structure profondément ancrée dans le capitalisme moderne. Lorsqu'il affirme avec simplicité que « cela ne me sert à rien » et qu'il serait absurde de ne pas partager cette utilité,
il exprime une vision presque désarmante dans sa clarté, mais révolutionnaire dans ses implications. Ce choix ne surgit pas de nulle part. Il s'inscrit dans une évolution progressive de sa pensée, influencée par Suzanne, dont l'engagement social avait toujours été plus affirmé que le sien. Il s'ancre aussi dans une lecture lucide de l'histoire économique américaine, marquée par des figures comme Andrew Carnegie, qui défendait déjà l'idée que les grandes fortunes doivent être redistribuées au bénéfice de la société. Buffett, fidèle à son pragmatisme, ne cherche pas à créer une nouvelle doctrine, il applique une logique qu'il juge simplement cohérente. Quelques années plus tard, cette vision prendra une dimension collective avec la création du Giving Pledge, aux côtés de Bill Gates. Cette initiative vise à inciter les milliardaires du monde entier à s'engager publiquement à donner la majorité de leur fortune. Mais là encore, Buffett ne cherche ni reconnaissance ni prestige moral. Il agit comme il investit, avec rationalité, détachement et une vision à long terme. Parallèlement à cet engagement philanthropique, Buffett ne ralentit pas son activité dans le monde des affaires. Au contraire, il continue d'agir avec une acuité remarquable, même à un âge où la plupart de ses contemporains se retirent. La crise financière de 2008, déclenchée par l'effondrement du système bancaire américain et la faillite de Lehman Brothers, plonge l'économie mondiale dans une récession profonde. Les marchés vacillent, la peur domine, et de nombreux investisseurs adoptent une posture défensive. Buffett, fidèle à son principe d'« être avide quand les autres sont craintifs », voit dans ce chaos une opportunité. En 2009, il réalise l'une des acquisitions les plus importantes de sa carrière, le rachat de BNSF Railway pour 44 milliards de dollars. À première vue, ce choix peut sembler en décalage avec une époque dominée par la révolution numérique et les technologies immatérielles. Mais pour Buffett, les chemins de fer représentent l'épine dorsale de l'économie réelle américaine, un réseau vital pour le transport de marchandises, intrinsèquement lié à la croissance industrielle. Ce pari illustre une constante dans sa stratégie, privilégier les actifs tangibles, compréhensibles et durables. Là où d'autres voient une industrie du passé, il perçoit une infrastructure essentielle, capable de générer des flux de trésorerie stables sur le long terme. Cette capacité à penser à contre-courant, sans céder au mode du moment, constitue l'un des piliers de sa longévité. Quelques années plus tard, Buffett surprend à nouveau le monde financier. En 2016, Berkshire Hathaway investit massivement dans Apple Inc. Ce choix marque un tournant stratégique majeur. Pendant des décennies, Buffett avait évité le secteur technologique, qu'il considérait comme trop complexe, trop rapide, trop imprévisible pour s'inscrire dans sa zone de compétence. Pourtant, sous l'influence de ses lieutenants Todd Combs et Ted Weschler, il revoit son analyse. Ce qu'il reconnaît dans Apple n'est pas seulement une entreprise technologique, mais une marque globale dotée d'un écosystème fermé, d'une fidélité client exceptionnelle et d'une puissance commerciale comparable aux plus grandes franchises de consommation. Cette relecture stratégique démontre une capacité rare à évoluer sans renier ses principes fondamentaux. L'ironie n'échappe à personne. Au moment où il devient l'un des plus grands actionnaires d'Apple, Buffett continue d'utiliser un téléphone à clapet, incarnant un décalage assumé entre ses habitudes personnelles et ses décisions d'investissement. Au fil des années, un autre pilier de sa vie s'efface lentement, Charlie Munger. Leur partenariat, commencé dans les années 1960, dépasse largement le cadre professionnel. Munger n'est pas seulement un associé, il est un interlocuteur intellectuel, un critique exigeant, un complément indispensable.
Là où Buffett privilégiait initialement les entreprises sous-évaluées, Munger l'encourage à investir dans des entreprises de qualité exceptionnelle, même à des prix plus élevés. Cette évolution marquera profondément la philosophie de Berkshire Hathaway. En 2023, la disparition de Munger, à l'âge de 99 ans, marque la fin d'une collaboration de plus de 6 décennies. Pour Buffett, cette perte est à la fois attendue et irréparable. Dans ses hommages publics, il ne cache pas l'ampleur de l'influence de Munger, reconnaissant que sans lui, Berkshire ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Derrière les mots mesurés, on devine une solitude nouvelle, celle d'un homme qui voit disparaître les témoins privilégiés de son parcours. Dans les dernières années de sa vie, Buffett reste fidèle à ses principes avec une constance presque inébranlable. Il répète qu'il ne vendra jamais une seule action de Berkshire Hathaway, affirmant ainsi sa confiance absolue dans la structure qu'il a bâtie. Cette déclaration n'est pas seulement symbolique, elle incarne une vision de l'investissement fondée sur la durée, la stabilité et la transmission. Son quotidien, lui, change peu. Il continue de lire plusieurs heures par jour, de parcourir des rapports, d'analyser des entreprises, de réfléchir en silence. Cette discipline intellectuelle, presque monastique, reste le socle de toute sa réussite. Dans un monde saturé d'informations instantanées, Buffett demeure attaché à un rythme lent, profond, réfléchi. Mais au-delà des chiffres, des acquisitions et des performances, c'est une véritable philosophie qu'il laisse derrière lui. Une manière de penser le temps, le risque et la valeur. Pour lui, la patience n'est pas une simple qualité, c'est une stratégie active, une décision consciente de résister à l'impulsion. Sa maxime, la patience paye, l'impatience coûte, condense des décennies d'expérience, mais aussi une compréhension fine de la nature humaine. Buffett ne se présente jamais comme un génie isolé. Il évoque souvent sa naissance comme un gain à la loterie des ovaires, une formule à la fois humoristique et lucide. Il reconnaît ainsi le rôle déterminant du contexte, être né aux États-Unis, dans une famille stable, à une époque propice à l'essor économique. Mais cette lucidité n'efface pas l'essentiel. Pendant plus de 60 ans, il surperforme le marché avec une régularité exceptionnelle, non pas grâce à des paris spectaculaires, mais grâce à une discipline quotidienne faite de lecture, de patience et de décisions mesurées. Ainsi s'achève le parcours d'un homme qui, sans jamais véritablement quitter Omaha, a profondément influencé le capitalisme mondial. Un homme qui a démontré qu'il est possible de bâtir une fortune colossale sans céder à l'excès, de penser à long terme dans un monde obsédé par l'instantané, et de transformer la richesse en outil au service des autres. Dans le silence de ces journées rythmées par la lecture et la réflexion, une chose demeure, une cohérence rare entre les principes et les actes. Buffett n'a pas seulement accumulé du capital. Il a construit une vision. Et cette vision, bien au-delà des marchés financiers, continue de résonner. Bonne nuit.